Terrain social. Hugues Chevarin. Mathieu Rigouste. Mathieu Rigouste est sociologue, chercheur indépendant en sciences sociales, réalisateur et militant antisécuritaire. La France, dans son ancien empire colonial, a partout appliqué une doctrine de contrôle, de contre-insurrection, devenue au fil du temps une référence. Celle-ci a évolué selon le terrain en Indochine, mais surtout en Algérie. Cette guerre contre-révolutionnaire a été cependant mise en échec lors des événements de décembre 1960 à Alger, par une mobilisation sans précédent du peuple algérois contre l'occupant colonial. En quoi ces événements de décembre 1960 viennent-ils réinterroger notre histoire récente ? La France a-t-elle, depuis, importé ses méthodes de maintien de l'ordre en métropole ? Par ailleurs, ce 21 avril dernier, des généraux français en retraite lançaient un appel pour une stratégie globale contre l'islamisme et l'éclatement de la France, rappelant ironiquement le putsch d'Alger du 21 avril 61. Terrain social, aujourd'hui, questionne une histoire commune entre l'Algérie et la France, l'histoire d'un échec. Terrain social. Bonjour Mathieu Rigouste. Bonjour. Le 21 avril dernier, une vingtaine de généraux français signaient une tribune dans le journal Valeurs Actuelles. Doit-on y voir la résurgence de la contre-insurrection ? Quand on parle de contre-insurrection, on parle de doctrine, de guerre dans et contre la population. Une fois qu'on a dit ça, il faut voir, dans l'histoire des États, un petit peu, on pourrait même considérer que l'État en tant que tel, tous les États se constituent sur des moyens d'écraser les révoltes et les insurrections et les processus révolutionnaires. Mais il y a des formes modernes de doctrine de contre-insurrection. Et dans ce domaine-là, il y a des modèles principaux. Et la France, l'impérialisme français a conçu et déployé pendant les guerres contre-révolutionnaires au Maroc et en Indochine, puis industrialisé contre la révolution algérienne, un modèle que l'armée française a appelé les chercheurs travaillant dessus ont fini par appeler la doctrine de la guerre contre-révolutionnaire. Et donc cette doctrine-là, en plus d'être une doctrine de guerre dans et contre la population, elle met en système toute une série de dispositifs, dont un particulier qui la démarque de toutes les autres, et qui est de proposer une militarisation complète de la société, du pouvoir, de l'État, et donc cette doctrine-là est devenue une doctrine d'État pendant la guerre d'Algérie. Elle a été portée à la fois par l'état-major et par l'État français. Que dit l'État à propos de l'emploi de cette doctrine ? Le discours d'État sur le sujet est que elle a été interdite à partir de 1960 et donc remise au placard. Sauf que du coup les chercheurs critiques qui travaillent dessus, on a très vite vu que en fait elle avait continué à servir en Algérie, elle avait continué à servir au Cameroun, où elle a été aussi responsable de massacres d'État. Puis elle a été exportée et dans différents pays. On connaît plus ou moins le cas de l'Argentine. On l'a vu revenir au Rwanda. On l'a vu revenir dans l'Algérie des années 90. Mais en fait, on s'est rendu compte aussi qu'elle avait jamais disparu finalement du répertoire de l'armée française dans son précaré néocolonial en Afrique. Tout ça pour dire que donc cette doctrine de contre-insurrection, finalement, elle a jamais disparu, elle a jamais été remise complètement au placard dans l'armée française, elle a toujours continué et à fasciner et à influencer des franges de l'armée, mais elle a aussi toujours continué à être mise en pratique. Et donc elle a commencé vraiment à refaire surface explicitement, officiellement, un petit peu après son utilisation au Rwanda, et où on voit des officiers s'autoriser dans la revue de défense nationale à parler notamment Grégoire de Saint-Antoine qui parle de retour à la guerre révolutionnaire dans la revue de défense nationale. Et donc voilà, encore une fois pour dire que c'est pas non plus la première fois qu'elle revient explicitement sur le devant de la scène. En partie la thèse que je défends dans mes travaux, c'est que en fait la contre-insurrection est l'une des boîtes à outils, l'un des répertoires principaux dans lesquels vont puiser les États contemporains, et en tout cas l'État français à chaque fois qu'il est confronté à des crises de maintien de l'ordre pour restructurer ses technologies de pouvoir.
Donc encore une fois, il s'agit de dire que c'est pas nouveau. Enfin moi j'essaye de montrer que c'est plutôt un fil rouge, la contre-insurrection, la transformation sécuritaire de la société française. Mais il se passe aussi passé quelque chose là avec cette tribune des généraux et aussi avec le document d'une vingtaine de pages qui a été envoyé aux parlementaires, encore une fois par des généraux, qui appelle l'armée et avec toute la grille de lecture contre-insurrectionnelle à réagir à ce qu'ils appellent l'islamisation de la France, la perte des valeurs. Pas s'ils parlent de gauchisme, je crois qu'ils parlent d'islamo-gauchisme. Bon, enfin, les thèmes habituels de l'extrême droite française. On voit cette doctrine-là explicitement mobilisée à travers une sorte de menace de coup d'État, une sorte de mise en scène spectaculaire de la montée en puissance continue de cette forme de pouvoir et de son existence dans l'armée. Est-ce que la France d'Emmanuel Macron n'a pas donné suffisamment la preuve de son efficacité dans le maintien de l'ordre pour que quelques généraux puissent s'autoriser cette tribune ? On pourrait se dire ça parce que en plus, que ce soit du point de vue de la répression des révoltes dans les quartiers populaires ou de la répression du mouvement des Gilets jaunes, enfin le répertoire contre-insurrectionnel a vraiment été utilisé. Alors après, il faut distinguer. Moi, je parle de contre-insurrection médiatico-policière parce que c'est pas la même que celle qui est militaro-centrée et qui est déployée dans les colonies. Mais ces répertoires permettent de mettre en place un conseil de défense, qui s'est appelé sanitaire, mais en fait qui est un pur modèle de commandement militaire tel qu'ils ont été mis en place en Amérique du Sud sur le principe de la contre-insurrection. Enfin, tout ça donne déjà beaucoup de gages à l'armée, à l'extrême droite et engage déjà dans une militarisation du pouvoir. Il semble que ça suffise pas à calmer les franges de l'armée et de l'extrême droite qui sont porteuses de ces stratégies politiques. Bien au contraire, en fait, c'est que ça va dans le même sens. Quand en fait on voit que dans cette tribune des généraux, il y a aussi ça a été signé par des policiers, des gendarmes, des gens des services de renseignement, et notamment un proche de Castex. Enfin, on voit que toutes ces choses-là remontent jusqu'à la tête de l'État, et comme pendant la guerre d'Algérie où je l'ai dit, la contre-insurrection était doctrine d'État, mais en fait quand elle a été saisie après par des militaires factieux et notamment par l'OAS, tout ce mouvement-là remontait lui aussi jusqu'au tour de Gaulle, remontait jusqu'à la tête de l'État. Et là on a encore une résonance puisque la publication dans Valeurs Actuelles a été faite le 21 avril, date qui résonne symboliquement pour tous les gens qui connaissent cette histoire-là, avec le putsch des généraux, tentative de coup d'État fasciste menée par les franges de l'armée française dotées de cette doctrine-là en 1961. Nous sommes en Algérie, en décembre 60, des événements vont mettre en échec la guerre contre-insurrectionnelle menée par l'occupant colonial. Pourquoi avoir choisi dans votre livre un seul héros, le peuple, paru aux éditions Premier Matin de Novembre? Pourquoi avoir centré sur ces événements? Qu'ont-ils de particulier et quelle résonance ont-ils à la fois dans l'histoire algérienne et peut-être le Irak et la France avec le débat mémoriel qui s'est instauré à propos de la guerre d'Algérie? C'est difficile à résumer, mais disons que le point de départ, c'est ce dont on parle, c'est la contre-insurrection. Et donc cette doctrine de contre-insurrection, elle va connaître une vitrine principale. L'armée française va la déployer pour une des premières fois en ville, massivement, pendant ce qu'elle a appelé la bataille d'Alger, et qui n'est pas une bataille au sens où ça opposerait deux armées, mais plutôt une sorte, encore une fois, de massacre d'État, où donc l'armée française est déployée dans Alger entre janvier et septembre 1957 pour écraser le FLN, le Front de Libération Nationale, mais en fait, comme on l'a dit avec ces doctrines de contre-insurrection, pour faire la guerre à la population colonisée, et écraser toute forme de résistance. Et du coup, l'armée française a conçu un mythe, une fiction autour de ça, qui est selon lequel elle aurait réussi, grâce à cette doctrine, à en finir avec la résistance algérienne, et donc aussi l'indépendance de l'Algérie finalement aurait été une trahison gaulliste. Enfin, de Gaulle aurait lâché l'indépendance. Et voilà, donc bon, ce qu'on se rend compte quand on travaille sur le sujet, c'est que effectivement l'armée française a massacré le FLN et a terrorisé, à opprimer, à réprimer très férocement la population algéroise. Il y a eu des batailles équivalentes dans d'autres villes, à Constantine par exemple, enfin des batailles, du coup des déploiements de contre-insurrectionnels. Mais du coup on en entendait très peu parler parce qu'en fait l'événement de décembre 60 a complètement été mis sous le tapis du côté français, complètement dissimulé.
Mais du coup, en décembre 60, donc 3 ans plus tard, en fait, il y a un soulèvement général des masses populaires en Algérie, et qui vient du coup nous montrer que la résistance anticolonialiste avait pas du tout été écrasée, mais même plutôt elle a été élargie par le déploiement d'une répression féroce et militarisée. Et bon, et elle a été élargie aussi, et c'est la thèse du livre, par la détermination des classes populaires, hein, et puis par le fait que, enfin, ce soulèvement, pour bien comprendre pour essayer de comprendre d'où il venait, j'en suis revenu à ce que disaient les témoins, et les témoins, ils nous renvoyaient à 130 années de résistance populaire tout au long de la colonisation, à une lecture de la révolution algérienne qui commence pas en 54, qui commence pas en 45, mais en fait qui est le produit d'une résistance qui commence dès le début de la conquête, et en fait et qui s'est jamais arrêtée. Qu'en est-il de ce que vous nommez par cette belle expression les forges de la contre-insurrection? Oui, ces forges là, c'est tout au long de la colonisation, dans l'armée, mais pas seulement en fait, aussi dans la police, dans l'administration, chez les colons, et donc on voit toutes ces forces là aussi distribuer leur férocité en décembre 60, et donc c'est aussi encore une fois le lieu d'un massacre d'État avec au moins 260 morts et sans doute plus. Et donc voilà, la question que ça venait de poser, c'est à la fois bon, moi, ce qui m'intéressait, c'est aussi le fait que l'armée française se sert de ce mythe pour construire sa fiction selon la fiction d'une excellence française en maintien de l'ordre, et qui permet notamment aux industries militaro-sécuritaires françaises de se positionner en première ligne sur le grand marché mondial des armements, et où les industries françaises, la France est passée 4e puis 3e vendeur d'armes mondial, et notamment autour de cette fiction-là. Et donc c'était intéressant de venir la casser, cette fiction, et de dire non, en fait vous n'avez pas une technologie de pouvoir qui permet d'en finir avec les ennemis intérieurs, vous avez massacré tout le monde, et 3 ans plus tard vous avez encore déployé cette doctrine, cette technologie de pouvoir, et vous vous êtes fait déborder. Et c'est ça qui est intéressant dans les soulèvements de décembre 60 aussi, c'est que vous vous êtes fait déborder par la plupart des strates d'une population misérable, les habitants des bidonvilles, les habitants des quartiers populaires ségrégés, les adolescents, les femmes, des maquisards blessés, des prisonniers à peine libérés, des ouvriers en grève, enfin toute une série d'acteurs de la révolution algérienne que, en général, on considérait un petit peu comme secondaires, et où on voit qu'en décembre 60, en fait, ils sont à la fois en première ligne. On voit qu'ils jouent un rôle fondamental dans cette séquence. Enfin, c'est à travers cette séquence-là aussi que l'indépendance est arrachée. Donc, elle est pas donnée par le pouvoir français. Elle est arrachée par les luttes décolonisées. Et du coup, on voit aussi que tous ces acteurs sont devenus des révolutionnaires parce qu'ils ont été à toutes les époques impliqués dans des résistances populaires généralement invisibles ou invisibilisées. La France, en tant que puissance post-coloniale, n'a-t-elle pas récidivé quant au début des printemps arabes à Tunis, quand Madame Alliot-Marie fait la proposition aux autorités tunisiennes et à Ben Ali de venir les aider dans le maintien de l'ordre? Oui, d'une certaine manière, et en même temps c'était de la communication, parce que ça laissait entendre que ce serait quelque chose de nouveau, en fait, que la France viendrait prêter main forte à ce moment-là à la dictature de Ben Ali, alors qu'en fait ça n'a jamais cessé, que le pouvoir en Tunisie, mais la plupart des États du précaré néocolonial français sont appuyés militairement, diplomatiquement, politiquement par l'État français, et ont été formés, leurs armées, leurs polices ont été formées depuis les pseudo-indépendance pour une grosse partie d'entre elles à ces doctrines, et notamment parce que la formation à ces doctrines permet aux industries françaises d'espérer, en même temps qu'on forme du coup des armées et des polices étrangères à cette doctrine, de leur vendre les armes qui vont avec, d'installer des représentations diplomatiques. Il y a toute une série d'intérêts politiques, économiques, stratégiques qui sont liés à l'échange de ces doctrines, et la Tunisie de Ben Ali
a pas commencé à ce moment-là. Enfin, son système répressif a été soutenu par l'État français tout au long de son existence. Dans votre livre Un seul héros, le peuple, vous titrez « Devenir révolutionnaire, se rendre incontrôlable ». Faut-il s'inspirer des événements de décembre 60 à Alger afin d'élaborer des techniques de résistance? Mais votre livre, c'est aussi un film, un site. Est-ce qu'il y a là une forme, une manière de vouloir pérenniser l'aventure, de la documenter mieux Mon travail de recherche en sciences sociales, je le fais depuis les luttes et en y participant et pour fournir des outils aux luttes. Du coup, c'est un peu dans cette idée-là à la fois documenter pour mieux connaître cette période-là. C'est pas tant pour reproduire des outils qui auraient marché, mais c'est plutôt pour nous donner des idées collectivement pour forger nos armes de libération. Les époques sont différentes, les séquences sont tout le temps différentes, et puis le peuple algérien lui-même avait pas eu besoin qu'on lui amène des livres et des films pour faire corps commun, puisque dans ce chapitre-là, c'est ce que j'essaye d'étudier, d'essayer de comprendre comment des masses misérables, divisées, opprimées, écrasées, se mettent en danger de mort et sortent toutes ensemble au même moment pour faire corps face aux colons, face à la police, puis face à l'armée, et face à l'armée qui ouvre le feu dans la plupart des grandes villes, se maintiennent et continuent à déborder le protocole contre-insurrectionnel, le mettent en échec, et puis en fait finissent par bouleverser l'ordre colonial lui-même. Donc je pense qu'il y a des pistes là-dedans, mais en même temps, quand je finissais cette enquête et que j'étais en train de rédiger le livre, on était en plein mouvement des Gilets jaunes, et à Toulouse comme à Paris, j'ai participé à des moments où des foules d'exploités, d'opprimés, de dominés se mettaient en danger tout ensemble et expérimentaient une sorte de puissance jamais vue, jamais vécue, dans lesquelles il était très compliqué pour les forces répressives de l'État français de contenir cette colère, cette révolte, et dans laquelle il y avait une joie aussi, il y avait puis une joie par exemple de se confronter au symbole du pouvoir, au symbole du capitalisme, et une joie d'être ensemble dans la rue, de se réapproprier la rue, les quartiers. Je pense à Paris où notamment en décembre 2018, où enfin c'est dans les quartiers qui sont socialement interdits aux classes populaires que ça a explosé, dans le 15e, dans le 16e. Et donc là, il y a effectivement des choses qui ressemblent à ce qui s'est passé en décembre 60 en Algérie. Et du coup, le questionnement sur d'où viennent ces manières de réussir à faire corps toutes et tous ensemble à certains moments, je pense qu'elles sont intéressantes. Après, il n'y a pas de réponse absolue, c'est des pistes de réflexion pour construire des armes de libération, mais ça se construit collectivement et par en bas. Merci Mathieu Rigouste. Je rappelle que vous êtes sociologue, chercheur indépendant en sciences sociales, réalisateur et militant. Vous avez publié Un seul héros, le peuple, la contre-insurrection mise en échec par les soulèvements algériens de décembre 1960, aux éditions Premier matin de novembre en 2020. Terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.